c'est sûr que moi, je peux en parler en long et en large, là. Ce que je pourrais vous dire, c'est que l'objectif de faire du documentaire, en ce qui me concerne, c'est vraiment de faire circuler des idées, de générer des échanges, des conversations, dans l'ouverture, dans la curiosité, puis de ne pas s'enfermer dans des raisonnements qui font en sorte que finalement, on ne questionne pas nos façons de faire, puis on ne change jamais la manière dont on vit. Et je crois que c'est quelque chose qui est toujours à raffiner, à évoluer dans nos vies personnelles comme dans notre vie collective, dans notre société. Donc, ben voilà, ça me fait plaisir d'être là puis de répondre à vos questions. Je ne sais pas s'il y en a. Sinon, moi, je peux continuer à parler aussi, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Oui, j'aurais quelque chose à dire par rapport à ça. J'étais très curieux quand j'ai vu, c'était bon, sortir de notre façon de faire avec les barrages hydroélectriques. Moi, j'avais la croyance ferme qu'on a la chance d'avoir une géologie nous permettant de se donner des ressources vertes. Bon, quand je dis verte, je sais bien qu'il y a une partie de l'écosystème qui est dérangée par l'implantation de quelque chose comme un barrage hydroélectrique, mais qu'après que ça a été fait, les conséquences sont beaucoup moindres que pas mal tous les autres systèmes de génération électrique. Si on parle du nucléaire, qu'on ne sait pas quoi faire comme solution pour se débarrasser des débris, si on parle de tous les autres combustibles, je pense que la façon la plus verte en ce moment qu'on a, c'est de pouvoir justement garder nos centrales hydroélectriques. Puis moi, je suis plutôt de l'avis de dire qu'on devrait peut-être, plutôt que de considérer que c'est uniquement pour le Québec, l'énergie du Québec, je crois que le fait qu'on a cette géologie particulière qui nous permet d'avoir des grandes ressources en barrage hydroélectrique, nous permettrait plutôt d'être une batterie verte pour une partie de l'Amérique du Nord, où eux, ils n'en ont pas de géologie leur permettant d'avoir ça. Et les seules façons d'avoir de l'électricité, c'est de justement se construire des centrales nucléaires, puis d'avoir des centrales qui vont brûler des fossiles. Alors, je me disais, est-ce que, si c'est sûr qu'on a assez d'énergie en ce moment pour se suffire à nous, puis il y a plein de choses qu'on peut faire pour pallier les pics, je suis bien d'accord avec ça. La production de l'hydrogène vert dans les temps morts, puis on devrait accentuer absolument sur le solaire. Mais je me demande, est-ce qu'on ne devrait pas aussi doubler la mise, puis de continuer d'accentuer justement nos barrages hydroélectriques, puisqu'on a la possibilité d'en faire, puis de pouvoir justement être un fournisseur d'énergie verte à une plus grande population que celle de juste le Québec. Si vous résumiez votre question en une phrase, ça serait quoi? Est-ce vraiment nécessaire de sortir de l'hydroélectricité et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt faire le contraire? OK. Intéressant. Ben, l'argument était beaucoup, je dirais, jusqu'à il y a 10-15 ans, économique. C'est moins cher, parce que c'est ça qui guide beaucoup les choix de la société, beaucoup plus que l'aspect environnemental, malheureusement, qui devrait être considéré aussi, mais c'est surtout l'aspect économique qui est considéré. Donc, combien coûte par kilowattheure l'électricité issue d'un projet de barrage X? En l'occurrence, ici, c'est la rivière Romaine. La rivière Romaine, le coût par kilowattheure est supérieur à ce qu'on paie sur notre facture d'électricité. Il est égal ou supérieur. Je pense qu'il était à 8,6 cents du kilowattheure, si ma mémoire est bonne. Nous, on paye 7 sous à peu près. Et nos amis qui achètent notre électricité, dépendant de l'année, on parlait de décarboner les autres économies, c'est un peu ça que vous souleviez. C'est très noble, mais est-ce qu'on veut subventionner cette décarbonation étrangère? Est-ce qu'on a le cœur sur la main à ce point-là pour donner notre électricité moins chère à l'exportation? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, mais je ne dis pas nécessairement de la vendre à moins cher que ce qu'elle nous coûte de la produire. Non, mais c'est que les prochains barrages et ceux sur la Romaine sont inclus là-dedans. En fait, les derniers qui étaient kiff-kiff économiquement, c'est-à-dire qu'on n'en perdait pas, là,
Comme tu cultives une tomate, ça te coûte 1 $, là, tout le travail pour arriver à ta tomate, puis tu la vends 1 $, là, ou moins, idéalement, pour faire un peu d'argent puis s'enrichir collectivement. Bon, ben la Rupert, c'est les dernières tomates au prix coûtant qu'on arrive à ne pas perdre d'argent. La romaine, à l'exportation et à la consommation intérieure, on est perdant. Il y a eu une commission parlementaire dans les années 2012-13, dans ce coin-là, 12-13-14. Donc, les commissaires de cette commission-là sont arrivés à la conclusion que de continuer à développer les barrages de la Romaine, c'était une stratégie ruineuse pour le Québec. Et ils suggéraient dans leur recommandation d'arrêter de construire les barrages Romaine 3 et 4. Parce que, évidemment, la baie James, ça coûte 2-3 sous par kilowattheure. C'est revendu 7 sous. C'est parfait. On fait de l'argent. Churchill Falls, le contrat est à 0,2 sous du kilowattheure jusqu'en 2041. Là, les Terre-Neuviens ont bien hâte que ce soit fini parce qu'ils se font un peu rouler dans la farine. Là. En 71, c'était correct, là, mais en 2023, c'est plus du tout ça qui se passe. Donc, il y a toutes sortes de défis. Mais si je reviens à la question initiale, est-ce que ça ne serait pas intéressant de continuer à faire des barrages? Ça ne serait pas intéressant économiquement parce que les sites, effectivement, on est doté géologiquement d'un territoire qui permet cette implantation-là. Puis c'est super que ça a été fait. Ça a été un moteur économique pour le Québec. Ça l'est encore, beaucoup. Mais les sites les plus intéressants, qui ont la hauteur de chute ou le débit le plus élevé, sont déjà harnachés. Les prochains sites qui sont nommés, en ce moment, on parle du Petit Mécatina. La rivière Petit Mécatina, c'est une rivière pas trop loin de la Magpie, d'ailleurs. Ben c'est ça. On est rendu à des coûts qui sont à 10, 11 sous du kilowattheure. Puis Hydro-Québec, en tout cas, il y a tout lieu de croire qu'ils ne vont jamais vouloir développer à plus que 11 sous du kilowattheure. Même Hydro-Québec ne va pas suggérer en tant qu'expertise au gouvernement de dire poursuivons les grands barrages parce que ça coûte trop cher. Les sites intéressants sont déjà faits. Donc, on ne peut pas développer à l'infini au même tarif. Puis, on est un peu pris avec ça. Là. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir? Le monsieur ici en avant. Juste un petit commentaire. On vient de parler de l'exportation de l'hydroélectricité vers le sud, mais il y a une tsunami d'investissement dans les énergies renouvelables aux États-Unis. L'objectif de l'Inflation Reduction Act est en effet que les États-Unis deviennent indépendants énergétiques avec l'énergie propre. Il n'y a pas juste des projets de parcs éoliens et solaires, mais il y a un grand nombre de nouvelles usines de production de ces technologies éoliennes et solaires aux États-Unis. Alors, l'idée que ce marché américain va rester là à l'infini est faux. C'est plus rentable pour les Américains de fournir leur propre énergie propre et avoir leur propre usine de fabrication des technologies des énergies propres que de l'importer du Québec. Alors, la transition est en cours. C'est comme un tsunami dans les États-Unis et le vieil modèle d'Hydro-Québec ne marche pas de plus. Oui, pour faire un peu de pouce sur ce que vous dites, les Américains, dans leur histoire, ont toujours démontré que ça ne les intéresse pas d'être dépendants de l'extérieur, que ça soit même le pétrole. Là, ils arrivent à faire beaucoup de production pétrolière dans les dernières années grâce à la fracturation de gaz de schiste. Là. Au Dakota, ils en font beaucoup. Ils subviennent à leurs demandes. Ils sont très contents de ça, de ne pas dépendre de l'Arabie saoudite, de ne pas dépendre, puis d'engendrer aussi des conflits internationaux à cause de ça. Donc ça, c'est sûr. Et c'est évident que
énergétiquement, bon, le pétrole, c'est une forme d'énergie aussi, là, mais dans leur consommation et dans leur production domestique, s'ils arrivent à ne pas être dépendants de sources extérieures, eux, ils sont enchantés. Donc, ça s'applique pour l'électricité aussi, puis pour le gaz naturel, puis pour tout. Là. Je suis d'accord avec ça. Il y a aussi bien que l'énergie solaire et éolienne sont les sources d'énergie les moins chères sur le marché et sont en train de dépasser le charbon aux États-Unis. Oui, l'éolien, c'est ça que vous dites, l'éolien devient très fort? C'est le meilleur C'est, marché? à peu près 93% de nouvelles capacités de production aux États-Unis Ah oui. sont représentées par l'énergie renouvelable. Ça fait un petit moment que j'ai pas voyagé aux États-Unis, là, mais même il y a 10 ans, j'avais fait un road trip de Californie jusqu'au Québec. Puis en traversant les États, je me rappelle plus, là, Iowa, Nebraska, il y avait des tours d'éoliennes en veux-tu en v'là, là, il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. Palette solaire, OK. Solaire, oui, effectivement. Nous, on avait fait un film il y a 12 ans avant ça. Je vous invite à le regarder si ça va. Vous allez aimer ça, si vous avez aimé ça, ces sujets-là. Cherchez Le Courant, il est sur YouTube, il est facilement trouvable. Le solaire, à cette époque-là, il y a 10-12 ans, on disait que les coûts allaient diminuer, puis qu'à un moment donné, les coûts, parce que les sites intéressants en hydroélectricité ont déjà été faits, c'est des coûts croissants. C'est de plus en plus cher. Le prochain barrage est tout le temps plus cher par unité de kilowattheure produite, alors que au même moment, le solaire, comme vous dites, baisse à chaque année parce qu'il s'étend, son marché devient plus grand, il y a plus de production, c'est l'économie d'échelle. Puis donc, les courbes se sont croisées quelque part autour de 2015. Là. Ouais. Donc oui, ces énergies-là, il y a des investissements massifs aux États-Unis dans le solaire et dans l'éolien, avec raison, parce que c'est là que c'est le plus intéressant, c'est là que c'est le meilleur marché, et c'est là qu'ils peuvent le faire aussi dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas de géologie pour faire plus d'hydroélectricité. Après ça, la question, c'est que tu as toujours besoin d'une énergie de base, le base layer qu'ils appellent, qui est soit le nucléaire, soit le charbon, soit le gaz naturel, soit le mazout, soit l'hydroélectricité. Parce que cette énergie-là arrive quand tu veux. J'allume plus de lumière, c'est une image, là. Ben, j'ouvre plus le robinet des turbines et j'ai mon énergie. Tandis que l'éolien, son facteur d'utilisation, c'est 40 % du temps, ou 35-40 % quand il vente. Le solaire, je pense que c'est 14-15 % le facteur d'utilisation. Quand il y a un nuage, quand c'est la nuit, on ne peut pas charger des panneaux solaires. Donc, c'est de faire un mix. Au Québec, on dépend beaucoup, beaucoup de l'hydroélectricité, puis c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est comme quand tu fais un investissement pour ta retraite. Est-ce que tu mets toute ta retraite dans un seul fonds d'investissement? Est-ce que tu diversifies tes investissements ou tu dépends juste de la compagnie d'autobus électriques puis tu mets 100 % de tes avoirs là-dedans? Ben non, tu vas peut-être faire plusieurs trucs. T'sais. Fait que de mettre 97 % de notre production dans l'hydroélectricité, c'est peut-être mettre trop ses œufs dans un seul panier. Je pose la question. Ben, je pense qu'il y a des alternatives qui existent qui sont très intéressantes. Je m'informe un peu dans le domaine. Puis, ils ont développé quelque chose qui me semble de toute beauté dans sa simplicité. Je ne sais pas si puis ça peut s'implanter dans n'importe quelle géologie, mais qui donne cette capacité-là de servir comme batterie qu'on allume et qu'on éteint au besoin. Il s'agit de faire des tours de béton avec une grue. OK. DC, moteur DC. Donc, on utilise l'énergie quand le vent souffle et que le soleil brille. On prend cette électricité-là pour, par ordinateur, contrôler la construction de la tour. OK. Et lorsqu'on a besoin de l'énergie, l'ordinateur reprend les blocs et les fait descendre. Et la gravité qui tire sur le bloc fait tourner à l'envers le moteur DC et redonne l'électricité qui a été investie pour bâtir la tour. Alors, on bâtit la tour et on la démonte. On bâtit la tour et on la démonte. La tour devient un réservoir. De la même manière que ça me fait penser que l'éolien et le solaire peuvent se coupler avec... Parce que les réservoirs, c'est des batteries, les réservoirs hydroélectriques. Oui. Donc,
tu emmagasines ton énergie dans la batterie sous forme d'eau dans le réservoir qui n'est pas encore passé dans la turbine. Quand il vente, ben tu fermes tes turbines, puis si c'est tes éoliennes, puis s'il vente puis il fait soleil, bon, ben c'est les éoliennes et les panneaux solaires qui donnent le jus. Donc l'eau des rivières s'accumule dans le réservoir de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Rajoute plus d'éoliennes, plus de panneaux solaires, tu en as encore moins besoin, donc ça s'accumule encore plus. Puis là, quand tu en as besoin à la fameuse pointe, quand il fait moins 25, puis que toutes les plaintes électriques sont à on au Québec, puis que là, on ne fournit pas et qu'on doit importer. C'est arrivé cet hiver, ils en ont fait grand cas. Ça dure 10, 20, des fois 50, des fois 100 heures par année. Ce n'est pas la grosse affaire, mais c'est la pointe. On ne fournit pas. C'est tout le temps, à ce moment-là, qui nous justifie « Ah, ben on a besoin de plus de barrages. » Mais ça ne dure tellement pas longtemps. Fait que si tu as besoin de cette pointe-là, ben ce que tu fais, c'est que ton énergie que tu as emmagasinée davantage grâce à ta production accrue en éolien puis en solaire, ben, au lieu d'avoir les 8 turbines que tu avais dans ce réservoir-là, ben, tu en mets 12 ou 16. Il va vider plus vite, mais très peu de temps pour pouvoir gérer la pointe. Bon, donc, quelques heures dans l'année, les 16 turbines sont ouvertes, ça baisse beaucoup, mais ça va remonter plus vite parce que tu as mis plus d'éoliennes et plus de panneaux solaires quand tu en as besoin, quand il fait soleil et quand il vente. Donc, c'est le principe de la batterie qui est intéressante, c'est d'utiliser le réservoir comme batterie. C'est ça. Il y a de la même manière que vous dites là, la construction de la tour. Je n'avais jamais entendu parler. C'est super intéressant. J'irai voir ça. C'est très intéressant. Ça existe depuis, pas la nuit des temps, mais un bon moment. En Europe, beaucoup, parce qu'ils ont moins une géologie de grandes rivières. Il n'y a pas les débits qu'on a ici au Québec. Là, et eux, ils font des réservoirs pompés. Quand un peu comme ils font avec des maisons. Quand aussi. on est hors pointe et qu'il n'y a pas de demande, ils utilisent l'électricité, mettons, des centrales nucléaires pour faire, en France, pour pomper l'eau, la renvoyer dans le réservoir en haut. Et là, à la pointe, ben, ils vont pouvoir utiliser à la fois leur nucléaire, qui est de toute façon constant, 100% du temps, il roule, lui, là, c'est comme du pétrole ou de l'hydroélectricité. Puis, ils vont rajouter pendant X nombre d'heures, au moment où il y a une grande utilisation, une grande demande d'électricité, le réservoir qui a été rempli hors pointe. C'est intéressant. Ayons une volonté politique de pouvoir aller vers, justement, des batteries qui sont plus vertes. Oui, puis de pas, tu sais, tantôt tu parlais, mais pourquoi on ne continue pas à faire d'autres réservoirs, d'autres centrales hydroélectriques, puis d'autres barrages? C'est parce qu'à un moment donné, tu sais, 15 des 16 plus grandes rivières du Québec ont plusieurs barrages dessus. Là, je te parle des vraiment, vraiment grandes. Puis si, j'ai pas la statistique de mémoire, là, mais les 450 barrages au Québec, tu peux imaginer. En fait, je cherche une rivière où il n'y en a pas de barrage. Il n'y en a pas tant que ça. Puis je cherche-en une rivière qui est protégée. Ça n'existe pas. Sauf la rivière Jacques-Cartier, qui est un parc national, pour lequel les gens se sont battus parce qu'il y avait un projet hydroélectrique. Puis là, la population, comme c'est proche de Québec, on dit « No way, on ne fait pas ça ». Mais il y a quand même des réservoirs ailleurs que dans le territoire du parc, en amont ou en aval. Fait que aussi, c'est de savoir est-ce que notre territoire est une richesse collective et est-ce que, en ce qui concerne les grandes rivières, on ne souhaite que faire toujours des barrages ou on peut les considérer comme des environnements qu'on ne veut pas inonder, ou est-ce que la faune et la flore peuvent vivre, ou est-ce qu'il y a de l'eau pure qu'on peut boire à hauteur de 100, 200, 500 mètres cubes par seconde. C'est quand même pas rien, là. C'est des usines naturelles de vie, de gibier, d'oxygène, puis d'eau pure. À notre époque, là, c'est riche. Mm. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auraient des commentaires ou des... Les enfants ici, avez-vous des questions? Oui. L'autre fois, c'est mes enfants. L'autre fois, on a fait sauf la grande, là. L'autre fois, on a fait une avant-première dans un cinéma, un cinéma du Musée des Beaux-Arts. Puis Stella, elle a posé une question à la fin. Puis je vais la laisser la poser parce que si ça te tente de la poser encore. C'est quand qu'on va savoir que la Mach 5 est protégée?
Donc, c'est quand qu'on va savoir si la magpie est protégée. C'est un peu la question du film à laquelle on n'a pas de réponse. Puis je trouve ça intéressant d'avoir un enfant de 11 ans qui pose la question avec toute sa candeur, puis avec toute sa curiosité, puis son absence de bullshit, là, tu sais. C'est une question simple, on ne peut pas répondre. C'est un peu... Je ris, mais je pourrais pleurer, là. Oui, mais c'est intéressant de voir que la relève est là, puis elle nous pousse dans le derrière, En nous rappelant l'essentiel. en nous ramenant à l'essentiel. Vraiment. Ben, bravo, Alexis. Un gros merci. Félicitations pour ce beau travail-là qui est à continuer sans relâche. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions et l'échange, c'est bien agréable.